Bonjour et bienvenue au Régional, votre bulletin d'information locale dans la vallée du Richelieu, présenté par TVR9. Voici nos invités de la semaine. Gassienne Desrochers, thérapeute du sport. Anne-Marie Belrose, présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Josée Côté, directrice générale d'Éduc-Alcool. Noémie Roche, directrice générale, et Fernando Rota, responsable des communications au regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec. Finalement, l'artiste Pierre Richard et Isabelle Vermette, directrice générale et artistique à la Pointe-Valaine. Je m'appelle Marc-Antoine Harvey et je serai votre animateur pour cette émission. Bonne écoute! Débutons l'émission avec l'actualité de la semaine. Des riverains de la rivière Richelieu réclament une application plus rigoureuse de la réglementation sur la navigation adoptée par Transport Canada en 2023. Malgré les limites de vitesse et les restrictions visant les sillages dans certains secteurs, plusieurs citoyens estiment que les règles sont encore trop souvent ignorées, particulièrement les fins de semaine. Depuis le début de juin, la Sûreté du Québec indique avoir effectué 9 patrouilles, réalisé 30 interceptions et avoir remis 15 avis de non-conformité ainsi qu'un constat d'infraction. Les municipalités riveraines souhaitent maintenant une présence policière accrue et misent également sur la sensibilisation afin d'améliorer le respect de la réglementation sur la rivière Richelieu. La 22e édition du festival Chants de Vielle a attiré plus de 4000 festivaliers au cœur de Saint-Antoine-sur-Richelieu du 3 au 5 juillet dernier. La météo clémente a contribué au succès de l'événement qui présentait plus de 80 artistes issus de scènes folk, trad et des musiques du monde. Parmi les moments forts, les festivaliers ont pu voir défiler des artistes comme Edith Butler et le groupe Le Vent du Nord, en plus de découvrir de nouvelles performances sur la scène installée aux abords de la rivière Richelieu. Cette édition marquait aussi la première avec l'arrivée de la toute première chevreuil du festival, la violoneuse et chanteuse Liette Remond. L'organisation donne déjà rendez-vous aux amateurs de musique traditionnelle pour la 23e édition, prévue du 2 au 4 juillet 2027. La ville de Belleuil accueillera tout l'été l'exposition « Dévoiler le potentiel de la matière », présentée du 10 juillet au 13 septembre au pavillon touristique. L'événement mettra en vedette 4 artistes qui transformeront des matériaux récupérés, comme le carton, le polystyrène, le bois, le béton, en œuvres d'art afin de sensibiliser le public à la consommation responsable. 2 expositions se succéderont au cours de l'été, accompagnées de vernissages, d'activités créatives gratuites chaque dimanche et d'animations de médiation culturelle. La Ville de Belleuil a adopté son plan d'action 2025-2026 à l'égard des personnes en situation de handicap qui prévoit de nouvelles mesures pour améliorer l'accessibilité des services et des infrastructures municipales. Au cours de la dernière année, la Ville a notamment aménagé de nouveaux sentiers accessibles, installé des rampes d'accès dans plusieurs parcs et bâtiments, ajouté des toilettes accessibles lors de ces événements et acquis un équipement permettant aux personnes à mobilité réduite de profiter des activités hivernales. Pour 2026, Belleuil prévoit notamment le déploiement de tablettes de communication pour les personnes malentendantes, l'amélioration de l'accès de son site Web et surtout l'intégration des principes d'accessibilité universelle dans ses futurs projets municipaux. L'école La Passerelle de Chambly bénéficiera d'un investissement de 100 000 $ du gouvernement du Québec pour réaménager sa cour d'école. Cette aide financière s'inscrit dans un programme qui prévoit plus de 4,4 millions de dollars pour la réalisation de 49 projets en Montérégie. Les travaux permettront notamment l'ajout de modules de jeu, d'équipements sportifs, d'espaces verts, de mobilier urbain, d'un parcours psychomoteur et de classes extérieures. L'objectif est d'offrir aux élèves des milieux plus accueillants, sécuritaires et propices à l'activité physique, aux jeux et aux apprentissages. La municipalité de Saint-Jean-Baptiste souhaite construire un nouveau pavillon des loisirs évalué à 14 millions de dollars. Une demande de subvention a été déposée au gouvernement du Québec pour financer jusqu'à 66 % du projet, soit une aide pouvant atteindre près de 9,7 millions de dollars. Le futur bâtiment, prévu au Parc des loisirs, comprendrait notamment un gymnase multifonctionnel, une nouvelle maison des jeunes et 2 espaces polyvalents. Le projet vise à remplacer l'actuel chalet des loisirs
fermé depuis plusieurs mois en raison de problèmes importants, dont des infiltrations d'eau, des fissures aux fondations et la présence de moisissures. Selon un sondage mené auprès des citoyens, près de 46 des répondants privilégient ce scénario avec l'obtention de la subvention. Une décision finale sera toutefois prise lorsque la municipalité connaîtra le soutien financier accordé par Québec. Le salon de quilles L'Entracte tiendra une journée de levée de fonds le dimanche 2 août dès 13 h afin de soutenir une employée, Julie Pierre, qui lutte actuellement contre une grave maladie. Pour l'occasion, des blocs de quilles de 2 heures sont offerts sur les allées de petites et de grosses quilles. Les places sont limitées et les réservations sont déjà ouvertes. Tous les participants courent la chance de remporter plusieurs prix. Les organisateurs invitent la communauté à se mobiliser afin d'offrir son soutien et sa solidarité à Julie Pierre durant cette difficile épreuve. Voilà, c'était l'actualité de la semaine dans la vallée du Richelieu. Nous sommes avec la thérapeute du sport Gassiane Desrochers, mais vous portez plusieurs chapeaux parce que vous avez une clinique dans la vallée du Richelieu. Oui, exact. En fait, je suis gestionnaire de la clinique de physiothérapie Nicole B. Desrochers à Saint-Basile-le-Grand. Fait que je pratique là à temps plein. En fait, à temps partiel avec les patients, puis je fais la gestion de la clinique l'autre temps partiel, dans le fond. Là. Puis je suis thérapeute du sport, donc membre de la Corporation des thérapeutes du sport du Québec, la CTS. Et qu'est-ce qu'on entend par thérapie du sport? En fait, c'est l'évaluation et le traitement des blessures chez les gens actifs, les athlètes, les sportifs confirmés, les athlètes d'élite, les athlètes de haut niveau, mais aussi les athlètes récréatifs, les sportifs de fin de semaine. Fait que tous ceux qui touchent à un sport plus ou moins encadré, nous, notre objectif, c'est de les traiter puis de les retourner complètement au sport, à l'entraînement, à leurs activités fonctionnelles, au travail. Fait que c'est vraiment de réparer les blessures, si on veut, et de les retourner complètement à où ce qui était avant. On a mentionné que ça touchait les athlètes de tous les niveaux. Est-ce qu'il y a des blessures que vous voyez plus souvent revenir dans ces athlètes-là? Oui, évidemment. Mais c'est sûr qu'il y a les entorses de cheville, là. On s'en sort pas, malheureusement. La cheville, c'est quand même une articulation qui est un petit peu plus, je dirais pas faible, mais qui est moins avantagée au niveau des ligaments. C'est facile à verser. Fait que les entorses de cheville, c'est vraiment un gros. Il y a aussi les blessures aux genoux, blessures aux ménisques, ligaments croisés antérieurs, les déchirures de ligaments croisés antérieurs. C'est quand même, ça fait partie de notre palmarès là, des blessures numéro 1. Il y a les commotions cérébrales, évidemment. On parle aussi beaucoup de dislocation d'épaule. Fait que c'est beaucoup les articulations en tant que telles. C'est sûr qu'il y a tout le temps les blessures de dos, de cou pour les sportifs un petit peu plus âgés, je pourrais dire, qui commencent à être un petit peu plus raides dans le dos, fait que, ou qui pensent qu'ils sont aussi bons qu'à leur vingtaine. Fait que les blessures de dos aussi, il ne faut pas les minimiser, là, sont encore très présentes dans nos traitements. Là, fait que... Donc, j'imagine que vous devez être confronté souvent à des athlètes qui sont très impatients de retourner au jeu. Oh oui, vraiment, vraiment. Pour un athlète, c'est tout le temps pour hier. C'est tout le temps, oui, mais j'ai une compétition là en fin de semaine, tu peux-tu faire quelque chose? C'est vraiment, vraiment difficile de les garder sur le banc, avec raison, mais en même temps, c'est parfois vraiment important de les restreindre un petit peu plus pour pouvoir compétitionner plus longtemps dans leur carrière, faire plus long feu, parce que si on retourne trop rapidement après une blessure, on a des risques de re-blessure, puis on a des risques d'avoir vraiment une fin de carrière beaucoup plus tôt que prévu. Puis on en entend tellement des sportifs qui sont comme « Ah oui, mais j'ai arrêté de jouer parce que j'avais mal aux genoux, j'ai arrêté de jouer, je me suis blessé, puis j'ai complètement arrêté de jouer. » Notre objectif, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment de retourner la personne complètement puis qu'elle ait une longue vie, une longue carrière sportive, même si c'est récréatif. Oui, c'est ça, c'est vraiment une vision à long terme. Puis si vous renvoyez la personne en donnant le go, c'est parce que c'est à 100 avec moins de chances qu'il se blesse à nouveau. Est-ce qu'il y a, c'est quoi les sports qui sont plus en augmentation dans la pratique du sport récréatif? Mais on voit beaucoup le pickleball en réalité. Là. C'est vraiment ça. C'est accessible à tout le monde. C'est autant aux plus jeunes qu'aux plus âgés. Mais c'est les sports qui sont faciles d'utilisation. Il y a beaucoup de sports encadrés pour les jeunes, mais
quand on est rendu adulte, on aime ça faire du sport par nous-mêmes. Fait que, tu sais, tout ce qui est course à pied, un peu de natation, vélo. Vélo, ça prend beaucoup, beaucoup plus d'ampleur là, au Québec, là, autant vélo de route que vélo de montagne. Fait que ça se développe beaucoup, le vélo. On en voit vraiment beaucoup de plus en plus. Mais tu sais, pour les jeunes, c'est autant le soccer, le football, tu sais, tous les sports d'équipe encadrés, le baseball. Tu sais, il y en a vraiment, vraiment beaucoup là, de sportifs au Québec. Puis tant mieux, là, la demande est beaucoup plus forte puis est beaucoup plus variée. C'est vraiment intéressant. Donc, dans la prévention des blessures qu'on a parlé, et pour tous ceux qui nous écoutent, qui vont pratiquer des sports cet été, qu'est-ce qui est le plus négligé ou c'est quoi le meilleur conseil que vous pourriez leur donner? En fait, là, c'est vraiment la préparation avant le sport. T'sais, on veut tout aller le go, on veut tout commencer tout de suite. Non, vraiment, s'échauffer, c'est vraiment, vraiment une grosse partie importante du sport. Ça prévient les blessures, en fait, sur le terrain. Puis ça active les articulations. C'est un petit peu comme, tu sais, vous savez, une voiture l'hiver. Oui. C'est très froid, on part le moteur, on la laisse rouler un petit 2, 3, 4, 5 minutes. Puis là, on dirait que le moteur se réchauffe, puis hop, on est prêt à partir. C'est exactement la même chose pour le corps. On est comme pas... Les articulations sont pas prêtes à travailler. Il faut les réchauffer, il faut les mettre en mouvement avant vraiment de leur demander une charge là, sportive. Madame Gatien Desrochers, c'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bien, merci, ça me fait plaisir de vous avoir accompagné. En studio avec Anne-Marie Belle-Rose, qui est la présidente de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec. Bonjour, Madame Belle-Rose. Bonjour. On voulait vous avoir avec nous. Bon, il va y avoir les élections provinciales cet automne. On voulait faire le point sur la situation des intervenantes en petite enfance. Je comprends qu'à l'approche des élections, vous préparez un sondage là, pour sonder les intervenantes. Oui, bien, en fait, on a profité du printemps pour aller en tournée régionale. Donc, on est allé visiter nos 14 régions au Québec. On a fait des événements pour rencontrer tous nos membres parce que les réalités sont bien différentes. Si on habite à Montréal, en Abitibi, en Gaspésie, c'est pas nécessairement les mêmes enjeux. Donc, on est allé sonder les membres. Et bien, à l'automne, on va pouvoir enfin sortir le résultat du sondage. Quels seraient les enjeux par territoire? Là? Ça me passe par l'esprit comme ça. Est-ce qu'à Montréal versus la Gaspésie, là, en quoi les deux réalités sont différentes? Bien, en fait, il y a certains éléments qui se rejoignent quand même là, dans toutes les régions. Si on parle de difficultés avec l'application des règles, par exemple, qui n'est pas pareil partout. Mais si on regarde le Grand Montréal, c'est une des seules régions où il y a un surplus de places en petite enfance. Donc, on a de la difficulté à combler des places parce qu'il y a tellement d'offres de services que c'est plus difficile. Et on va aller, par exemple, en Gaspésie ou sur la Côte-Nord et ça va être l'inverse. Il y a des files d'attente, des listes d'attente où les parents n'arrivent pas à trouver des services éducatifs. Donc, c'est un des exemples qui est très différent d'une région à l'autre. Puis, de quelle façon c'est arrivé? Parce qu'il y a plus de gens à Montréal, peut-être qu'on a ouvert plus de places qu'on en avait besoin? En fait, c'est la diversité de services. Souvent, en région, on a nos responsables en milieu familial qui vont offrir beaucoup de place aux familles parce que c'est facile, c'est accessible, c'est des services de proximité. Pas de garderie privée en installation nécessairement. Quand on arrive à Montréal, eh bien, on a des garderies privées subventionnées, des milieux familiaux, des CP. Il y a une variété plus importante de services. C'est moins réfléchi, j'ai envie de dire, dans l'offre que lorsqu'on octroie un permis, par exemple. Donc, c'est une des raisons qui explique la différence. Ici, à Montérégie, par exemple, il y a un manque de place. Comment on évalue ça? En fait, c'est les chiffres du ministère de la Famille. Sur leur tableau de bord, il y a tout près de 5 000 enfants qui sont en attente en ce moment sur le portail, simplement en Montérégie. OK. Puis, pourquoi ces enfants-là, ici, n'ont pas de place? Est-ce que c'est les mêmes raisons qu'à Montréal versus la Gaspésie? Pourtant, on est proche de Montréal, ici? Bien, en Montérégie, est-ce qu'il y a une raison spécifique que je ne pourrais pas nécessairement la nommer? Parfois, c'est le retardement d'ouverture d'installations ou des milieux familiaux qui vont fermer. Donc, des enfants qui avaient une place, mais qui vont malheureusement perdre leur service éducatif et vont retourner sur la liste d'attente. Mais il faut investir. Là. La solution, elle est simple. Il faut investir, développer des places. OK. Outre les places, il y a d'autres enjeux qui touchent les intervenantes en petite enfance. La pénurie de personnel, je pense que ça touche beaucoup là, de sphères de notre société. On a essayé, là, le gouvernement de la CAQ, pour ne pas le nommer, a fait des tentatives pour améliorer la situation. Est-ce que ça a porté fruit, ces tentatives-là? Pour l'instant, on ne voit pas nécessairement les bénéfices. On a d'ailleurs, à la dernière ronde de négociation, tenté d'augmenter le salaire d'entrée dans le réseau pour se dire, bien, motiver les jeunes à aller étudier.
Mais malheureusement, on n'investit pas financièrement au niveau du gouvernement sur la charge de travail qui est pourtant très importante. On l'entendait même des membres, des fois on se disait j'aimerais mieux avoir un peu moins de salaire, mais plus de soutien, être moins fatigué, passer plus de temps de qualité, faire moins de tâches connexes, administratives, puis être épanoui dans mon travail. Donc, on tarde à travailler sur ces enjeux-là, puis je pense qu'il faut vraiment s'y attarder pour justement, oui, attirer des jeunes, attirer de la relève, mais retenir aussi les gens dans la profession parce que même si on attire, si on ne retient pas, tous nos efforts vont malheureusement ne pas servir. Est-ce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui quittent la profession de manière rapide? Oui, en fait, les statistiques, c'est 50 des éducatrices vont quitter dans les 2 premières années d'entrée en fonction. Donc, c'est vraiment des Une chiffres... sur deux, bye-bye après 2 ans. Exactement. On a même travaillé avec l'UQAM, on a fait un projet de recherche justement pour aller essayer de trouver les raisons pour lesquelles ces 50 %-là quittent. Et on a trouvé des solutions qui ne coûtent rien. Et malheureusement, on tarde toujours à les appliquer. Ce serait quoi ces solutions-là? Comme vous l'avez dit un peu? Oui, on les Moins de envoyait paperasse. même au gouvernement là, OK. pour dire, voici des idées concrètes. Donc, moins de paperasse, un système de mentoring, donc de partenariat plus efficace, concret, pour dire, on va accompagner les nouvelles recrues. Donc, il y en a des solutions. Il faut juste maintenant avoir la volonté de les appliquer. Parce qu'il y a un sentiment qu'une fois qu'on a terminé nos études, on arrive là puis on est laissé à nous-mêmes, c'est ça? Exactement. C'est j'arrive, OK, tu as ta formation. Bon, vas-y, occupe-toi d'un groupe d'enfants dans un milieu des fois que tu ne connais pas non plus. Donc, première journée, je ne connais pas les enfants, je ne connais pas le système, je ne connais pas comment ça fonctionne. Donc, c'est beaucoup d'adaptation. Puis ça coûterait pas si cher que ça, de justement avoir un encadrement plus... Puis si on est capable de retenir plus que 50 des gens, ça peut faire une énorme différence. Là, on parle du terrain. Est-ce que vous pensez que les enfants ont changé depuis quelques années aussi? Là? Est-ce qu'il y a une part des difficultés qui a trait comme à la difficulté des jeunes de pouvoir rester en place, s'amuser par soi-même ou ce genre de choses-là, vous pensez? Oui, on a vu un changement, si on veut, à travers le temps, ce qui est un peu normal. Hein. On évolue en tant que société, mais il y a des enjeux. Il y a plus d'enfants à besoins particuliers, par exemple. Il y a quelques années, on se disait qu'il y en a 1 ou 2 dans toute l'installation. Maintenant, c'est 1 ou 2, mais par local. Donc, on a plus de besoins d'accompagnement. Des fois, c'est un retard de langage. C'est peut-être pas une grande difficulté, mais il faut du temps pour accompagner cet enfant-là. Et donc, toute l'augmentation des besoins, ça aussi, on le voit, puis on n'a pas plus de soutien qu'avant. Il n'y a pas plus d'éducatrices spécialisées, il n'y a pas plus d'orthophonistes. Il n'y a même pas d'orthophonistes, en fait, dans le réseau de la petite enfance. Donc, il faut absolument investir en soutien. Il y a aussi la privatisation qui est croissante dans le réseau. Quel est l'impact de ça? Puis est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour améliorer ça? Oui, bien pour nous, à l'AFPEC, c'est clair, ce qu'on souhaite, c'est que chaque enfant ait une place en CPE ou en milieu familial, régie, subventionné. Le réseau public, qu'on appelle, même si ce n'est pas réellement public, a fait ses preuves comme étant le réseau qui a la plus grande qualité. Donc, ce qu'on voudrait, c'est convertir les garderies privées subventionnées en CPE et que tous les milieux familiaux soient régis, subventionnés. Comme ça, on s'assurerait d'avoir une qualité de service parce que c'est prouvé que c'est dans notre réseau qu'il y a le plus de qualité. Croyez-vous pas que s'il y avait plus de CPE versus là, les garderies privées, ça occasionnerait encore plus de paperasse? T'sais, si on demande à l'État de s'occuper plus spécifiquement de des petites choses, c'est peut-être pour ça que la privatisation a pris une certaine place aussi, pour avoir plus de flexibilité, non? En fait, c'est que les places en garderie privée vont coûter moins cher qu'une place en CPE, par exemple. Donc, c'est une des raisons pourquoi on ouvre plus, selon moi, de garderies privées ou de garderies même subventionnées. Mais au niveau de la paperasse, on doit quand même répondre aux règles, on doit au règlement, à la loi, aux directives, aux institutions. Donc, on a le même encadrement, j'ai envie de dire, mais c'est les moyens qui sont différents. Donc, je ne pense pas qu'il y aurait de surcharge de paperasse. Ce qu'il faut se garder en tête aussi, c'est que, par exemple, un CPE, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, l'argent reste dans le milieu et réinvesti pour les enfants, pour les familles, versus une garderie privée, c'est une entreprise. Donc, c'est normal, en tout cas, que quelqu'un veuille faire de l'argent avec son entreprise. Donc, ayons un système qui est à but non lucratif et je pense que tous les enfants du Québec vont en bénéficier. Avez-vous un exemple de paperasse superflue qu'on pourrait se débarrasser, par exemple? Oui, bien, on a plusieurs exemples. Il y en a, par exemple, tous les protocoles d'administration de médicaments.
La santé-sécurité, c'est important, on est d'accord avec ça, on veut s'assurer que tout est conforme, mais est-ce nécessaire d'avoir un formulaire à remplir à toutes les années, peser l'enfant aux 3 mois, faire signer le parent? Ça devient très lourd. Pour donner un médicament qui n'est pas dangereux, qui exactement. est commun. Un Tylenol, ou si je dois peser l'enfant, je vais le peser avant de lui donner, puis je le pèserai pas Pour une le fois fun. 3 mois pour rien. Donc, il y a des façons d'améliorer tous ces processus administratifs-là qui vont désengorger et les intervenantes et les directions aussi, parce que tout le monde est pris dans cette paperasse-là. Non, puis vous avez raison. Puis, tu sais, il faut s'occuper de nos jeunes, là. On valorise le travail, hein? On est dans une société, on se valorise beaucoup parce qu'on apporte, fait qu'on travaille des longues heures, les parents sont au travail, mais qui s'occupe des enfants, tu sais, à des âges névralgiques, jeunes comme ça, fait que peut-être là, comme d'investir justement dans les jeunes pour apporter un impact positif sur le long terme pour la société. Oui, effectivement, ça avait été démontré par Pierre Fortin là, à la création du réseau. Si on investit 1 en petite enfance, la société économise 7 7 en frais de santé, d'éducation, de justice. Donc, ce n'est pas une dépense, la petite enfance, c'est vraiment un investissement. Je vous invite à aller consulter le site fipeq.org si vous avez besoin de plus d'informations. Suivez aussi les élections, hein, les plateformes électorales. Vous allez avoir l'opportunité de choisir un gouvernement qui aurait peut-être des nouvelles idées pour mieux aider nos jeunes. Merci beaucoup, Mme Belle-Rose, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Avec nous en studio, Mme Josée Côté, qui est directrice générale d'Éducalcool. Bonjour, Mme Côté. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. On voulait vous inviter pour parler de la consommation, surtout durant l'été, comme ça, où c'est le moment où il y en a plus. Qu'est-ce qui fait que ça fait partie encore là, des obligations de parler des bonnes habitudes d'alcool? Bien, parce qu'on a tendance de ce temps-là à voir dans les médias que la consommation d'alcool chez la population en général et chez les jeunes diminue, mais il y a des sous-groupes qui consomment beaucoup d'alcool. Donc, c'est quand même important d'aborder ce secteur. Bien, c'est un peu ça où je voulais vous apporter. Je parle personnellement, je vois dans mon entourage qu'il y aurait une tendance peut-être chez les jeunes à consommer moins d'alcool. Moi, j'ai 33 ans, je ne le vois pas. Dans mes groupes d'amis, on consomme encore assez régulièrement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un changement dans la consommation de différentes générations? Oui, on observe quand même un changement. Si on regarde chez les jeunes du secondaire de 12 à 17 ans, on voit que dans les 10 dernières années, là, si on regarde les données de 2010-2011 versus ceux de 2022-2023, il y a quand même 60 % des jeunes qui consommaient de l'alcool en 2010-2011 au secondaire, puis on est rendu à 47 %. Fait qu'il y a une diminution chez eux. Si on regarde les 18 à 24 ans, on note aussi une diminution de la consommation. Il y a une légère diminution aussi de la consommation excessive, mais les jeunes de 18 à 24 font encore partie de la population qui consomme le plus de manière excessive et qui consomment aussi le plus d'alcool. On parle de 89 % des jeunes de 18 à 24 ans qui consomment de l'alcool. Donc, au moins une fois, on va dire, cette donnée-là, c'est au moins une fois dans l'année, mais 80 % d'entre eux consomment à chaque mois, là. La consommation excessive, au niveau des données, on parle de 34 % des jeunes qui consomment de manière excessive de l'alcool les 18 à 24 ans. La consommation excessive d'alcool, c'est de consommer au moins 4 consommations pour une femme dans une même occasion et 5 pour un homme. Ça, on va dire, c'est pas beaucoup. Bien, ça va vite. Ça va vite consommer ça. Puis on pourra parler tantôt de ce que c'est que le verre standard, puis comment on calcule une consommation d'alcool. Bien, on peut l'aborder tout de suite. Moi, je me souviens, il y a de ça quelques années, il y avait des campagnes publicitaires. Là, on parlait de, si on est un homme, 3 consommations maximum, pas plus que 5 fois par semaine pour 15 par semaine. Ouais. C'est ça? Puis là, il y avait un calcul différent pour les femmes. Est-ce que c'est encore d'actualité, ça? Ou la science nous a démontré que c'était peut-être plus risqué d'avoir un aussi grand nombre de consommateurs? J'apprécie la question. En fait, ce à quoi vous référez, ce sont les normes de faible consommation d'alcool de Santé Canada. Alors, on retrouve toujours ces normes-là sur le site de Santé Canada. Cependant, en 2023, le CCDUS, le Centre canadien de consommation de substances, nous amenait des repères qui indiquaient que ces normes de faible consommation devaient être revues à la baisse. Donc, autrefois, on parlait par semaine de 15 consommations pour un homme, 10 pour une femme par semaine.
Et aujourd'hui, avec ces normes-là du CCDUS, elles sont beaucoup plus respectives, puis elles vont en niveau de risque. Donc, elles nous informent que moins de 2 consommations par semaine, on a un faible risque. De 3 à 6, on a un risque modéré. Et au-delà de 7 consommations par semaine, on a un risque plus important. Mais ça ne fait pas encore partout consensus dans la communauté. Et c'est pour cette raison-là, chez Éducalcool, on tente plutôt de faire réfléchir les gens à leur consommation. Une approche où on veut les conscientiser, les informer, les inviter à faire des choix plus éclairés et non une approche prescriptive. Mais ce débat est si important, puis qu'on a choisi d'organiser le premier sommet sur l'alcool et la santé, qui aura lieu le 13 novembre prochain, où on va réunir justement des scientifiques pour discuter de ces différentes normes et des impacts de l'alcool sur la santé, pour nous aider à bien comprendre comment on doit communiquer cette science. Non, puis, tu sais, l'alcool, on dit, tu sais, c'est la drogue de choix, comme le choix de la société, hein? C'est normalisé. T'sais. Si cette drogue-là apparaissait d'un jour au lendemain, on se demanderait hey, qu'est-ce que c'est ça, c'est dangereux ou pas. Mais là, ça fait tellement longtemps, tu sais, dans l'histoire de l'humanité que ça existe, que c'est comme... C'est inscrit dans nos gènes. Ben, même oui, parce qu'on a j'imagine qu'on a des façons de le métaboliser différemment. Tu sais, il y a des types de populations qui sont moins habituées ou capables de métaboliser l'alcool. Est-ce que ce besoin-là d'information, vous pensez, a amené les jeunes à moins consommer ou est-ce que c'est d'autres facteurs qui a contribué à ça? Oui. Pour les gènes, je faisais une blague, mais effectivement qu'il y a des populations qui sont moins capables de métaboliser l'alcool. Mais oui, donc pour les facteurs qui font que les jeunes consomment moins, on le voit, là, je vous ai présenté quelques données, mais il y a la façon de socialiser. Avec le développement des réseaux sociaux, l'accès facile de socialiser en ligne fait en sorte qu'on les retrouve moins dans les bars, en tout cas pour certaines catégories d'entre eux. Mais ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs comme le souci de leur santé qui est important. Il y a aussi l'aspect financier. Les jeunes se soucient avec l'augmentation du coût de la vie, etc. Tu sais, c'est ça. Et puis aussi leur image sur les réseaux sociaux. Ils ne veulent pas se retrouver avec des situations embarrassantes qui pourraient être diffusées sur les réseaux sociaux. Ça fait partie des raisons qui sont évoquées. Mais la santé revient quand même. On le voit, là, il y a un souci. Il y a un souci. Mais ça ne doit pas nous amener à penser que toutes les jeunes consomment moins. Oui, non, c'est ça. Puis, OK, pour ceux qui consomment beaucoup, quels sont les effets de la surconsommation d'alcool? Bien, en fait, la surconsommation d'alcool va se retrouver quand... ce qui arrive, là, le contexte. Parlons du contexte de surconsommation. Les jeunes vont aller dans un party, un festival, puis souvent, ils boivent à la maison. Ou ils boivent au dépanneur avant. Donc, ils ingurgitent de grandes quantités d'alcool en peu de temps. Il y a souvent aussi des jeux liés à la consommation. On parlait de banalisation de l'alcool, fait que, tu sais, c'est des concours aussi, des beuveries, hein, des concours pour boire. Fait que tout ça fait en sorte que ça peut amener à même un coma. Ça peut amener à une perte de conscience, mais aussi des fois, comme ce qu'on dit, là, l'espèce de blackout, où la personne, elle se souvient pas de ce qu'elle a fait. Tu sais, elle a l'air bien correcte, mais en fait, elle se souvient pas de ce qu'elle a fait. Quand on a une personne qui vomit, là, puis qui est comme inconsciente, il faut agir, il faut appeler les secours parce que ça peut être dangereux pour cette personne-là. Ça peut causer jusqu'à la mort, la surconsommation d'alcool. C'est ça? Exactement. Puis, je veux dire, ça a aussi des effets cumulatifs sur la santé, sur les cellules du foie, puis ça a des effets avec le cancer, mais il faut vraiment faire attention. Puis, il y a aussi que ça engendre plus de comportements à risque, donc plus d'accidents. Les gens sont moins vigilants. Ça peut être aussi des facteurs qui amènent, violence, mais aussi des cas d'agression sexuelle. Les gens regrettent des choses après qu'ils ont fait sous alcool. Donc, l'alcool est le premier facteur de mortalité et d'accident évitable. OK. OK. Fait que c'est la chose qui apporte le plus de problèmes qu'on pourrait régler. Effectivement. C'est une façon de le voir qui peut ouvrir l'esprit. Mais il y a quand même une tendance, comme vous l'avez dit, les gens boivent moins. Comment on fait pour dire aux autres qu'on ne veut pas boire? Comment on fait pour
aller dans un party, puis que là, je sais pas moi, on fait un mois sans alcool. Ouais. Comment on le verbalise? Oui. Bien, c'est sûr que quand ça se passe dans le mois sans alcool, qui est extrêmement diffusé, publicisé, c'est beaucoup plus facile. Mais en général, on remarque que, puis les jeunes nous le nomment, que c'est encore mal vu de ne pas boire dans un party ou un festival ou dans un rassemblement. Donc, même si c'est plus accepté qu'avant. Il y a des jeunes, là, OK, il y a quand même 28 des jeunes qui vont décider de choisir de ne pas aller dans des lieux parce qu'il y a de la consommation d'alcool puis qu'eux autres ne consomment pas. Donc, ils se sentent exclus puis ils s'excluent eux-mêmes. Puis il y en a 36 là, selon ce qu'a publié l'Association pour la santé publique du Québec, qui disent que c'est mal vu. Ils se sentent vraiment mal dans cette situation-là. Fait que comment on le dit, hein? Très simplement, j'en bois pas, mais il y en a beaucoup qui vont un peu le cacher aussi. Ils vont prendre une autre consommation, puis ils vont garder leur verre. Les méthodes, bien, on peut avoir une consommation qu'on sirote plus longtemps. On peut aussi boire autre chose, transposer ça dans une consommation sans alcool. C'est des petits gestes qui vont faire que la personne se sent moins à l'aise. Mais ça va venir dans notre société. Chez Éducalcool, on souhaite accompagner la culture de transformation, de consommation de l'alcool. Puis on souhaite amener la population à ce que ce soit normal de ne pas consommer, qu'on puisse choisir sans se faire regarder de travers. Fait que ça va venir. Parce que c'est ça, ça nous confronte à notre propre consommation. Quand on voit quelqu'un pas boire, on se pose la question pourquoi moi je bois. Des fois, on n'a pas toutes ces réponses-là, ou on a essayé de limiter puis ça ne fonctionne pas. Fait que des fois, c'est comme je vous disais, il y a un travail à faire d'éducation à ce niveau-là. C'est tellement automatique de boire de l'alcool. On fait un party, on fait un événement, on fait un souper, on fait un lancement de livre, on fait une occasion festive. La première chose que les gens pensent, c'est « OK, on va avoir des bonnes consommations, des bonnes bouteilles, puis en avoir assez pour ne pas en manquer. Ouais. » Fait qu'on tente d'amener, nous autres, chez Éducalcool, les gens à choisir des options sans alcool. On a des initiatives comme la bourse Alterne-Alcool pour amener les bars, les restaurants, le milieu de l'hospitalité à développer une offre qui soit tout aussi intéressante que celle qu'on connaît là, dans l'alcool. Pour terminer, je veux profiter de votre passage pour vous poser une question sur... on a vu arriver dans les dépanneurs les zones SAQ. Je me demandais quel impact que ça pourrait avoir sur les jeunes, puis la place de la SAQ, pas de la SAQ, mais oui, de la SAQ, de la Société d'État qui a le monopole de l'alcool, si c'est un positif pour la société. En fait, c'est sûr que plus on rend l'alcool disponible, là, que ce soit les heures ou que ce soit les lieux de consommation, eh bien, plus ça incite à la consommation, là, selon les études qui existent. C'est ce que la littérature nous communique. Fait que c'est sûr que ça va dans ce sens-là, mais il faut savoir que la SAQ, c'est une société d'État qui n'a pas un mandat pour le moment de santé publique, mais un mandat qui découle du ministère des Finances. Donc, leur objectif n'est pas de protéger la santé des individus en ce moment-ci, bien que c'est vraiment demandé là, par différentes parties prenantes de la société d'inclure ce mandat-là dans leur... Ils ont Éducalcool, donc on souhaite travailler de plus en plus étroitement avec eux. Quand on y pense à une société d'État, on permet aux gens de consommer de l'alcool, on l'encadre, mais là, si ces gens-là tombent malades, c'est encore le même gouvernement qui paye à la fin. On se demande, il y a une incohésion là-dedans. Oui, mais dans les modèles qui existent dans le monde, le fait d'avoir un monopole est quand même un modèle plus positif que de celui d'avoir juste au privé pour les retombées sur la santé. C'est mieux encadré là, quand c'est le... C'est juste qu'il y a on peut bonifier ou améliorer la manière dont la société d'État va agir pour protéger la santé. Là. Ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Madame Côté, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très éclairant. Puis, si vous avez des questions ou vous voulez plus d'informations, allez sur le site d'Éducalcool. Et puis, pour cet été, je vais vous souhaiter de continuer à partager comme ça l'information pour que les gens aient une consommation plus éclairée. Bien oui, surtout en contexte des loisirs qu'il y a sur l'eau, dehors, sur les terrasses. Alors oui, on va continuer d'en parler pour avoir des choix éclairés. Merci de nous avoir réalisé. Merci beaucoup, madame. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Avec nous en studio, Noémie Roche et Fernando Rota, directrice générale et responsable des communications au regroupement des organismes communautaires autonomes Jeunesse du Québec. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci de votre accueil. Oui, merci beaucoup. On vous a invité pour parler d'un projet qu'on trouvait super intéressant, un projet de balado
qui aborde des sujets d'actualité chez les jeunes. Donc, d'où venait cette idée-là de balado et en quoi ça consiste? Donc, ça venait de l'idée que le Meta a bloqué les nouvelles en fait, sur les réseaux sociaux et que c'était un des moyens primaires de s'informer pour les jeunes. Et donc, on cherchait à les toucher autrement pour pouvoir participer à l'information jeunesse parce que ça sert à leur participation citoyenne. Et donc, le balado, c'est un des médias les plus utilisés par les 16-24 ans. OK. Puis là, une fois que vous avez cette idée-là, il faut faire quelque chose pour les jeunes. Comment vous mettez ce projet-là en marche? Wow, c'est une grosse question. Parce que là, il faut que ça recommence quelque part. Oui, là, oui. Parce qu'il faut avoir des idées, mais quand on les concrétise, là, ça devient plus compliqué. Là. Mais je te dirais qu'en fait, le principal défi était de comment atteindre ces publics-là. Parce qu'on peut se le dire, là, que les publics de 16 à 24 ans, c'est pas facile. Hein. C'est une audience difficile. C'est un public qui ne regarde plus la télévision. On est en plein changement de la façon de s'informer aussi. Les blocages est venu jouer là-dedans. Alors, on a vu que les podcasts étaient vraiment un moyen qui est de plus en plus écouté par les jeunes Québécois. Environ 60% des jeunes vont entendre des podcasts. Et pour que ça soit attractif, on a développé des histoires fictives au tout début pour les mettre vraiment dans le bain, pour qu'ils peuvent se voir, en fait, même se voir, s'écouter, là, mais dans les podcasts, dans les sens que nos personnages, Mathis, Léa, William, ça pourrait être Fernando, ça pourrait être Noémie, ça pourrait être Marc-Antoine. Okay. Tu vois, c'est des jeunes qui existent. OK, donc c'est pas la formule de traditionnelle podcast, on commence, on discute. Au départ, il y a une situation. OK, puis... Ensuite, est-ce qu'on en discute? Est-ce qu'il y a des experts? Comment ça fonctionne? Quel est le synopsis d'un épisode normal? J'y vais. Donc, en fait, c'est en 3 volets. Donc, on démarre avec l'histoire fictive qui nous plonge en fait dans les vies de Léa, Mathis et William, qui sont des jeunes Québécois qui habitent quelque part au Québec. Et puis, ensuite, on a une capsule journalistique de 10 minutes, donc qui a été faite par un journaliste diplômé, révisé par Science Presse. Donc là, c'est en 10 minutes, faire un petit topo sur la situation, adapté aux jeunes dans un vocabulaire accessible. Et ensuite, on a la table ronde. Donc, à chaque morceau du balado, on va chercher des publics différents. Puis, on peut prendre juste un morceau, 2 morceaux, 3 morceaux. On peut commencer aussi dans l'ordre qu'on veut. Là, on peut parler des épisodes. Là. Vous avez dû choisir plusieurs thèmes. Fait que, par exemple, premier épisode, travail du sexe et exploitation sexuelle. Deuxième, quand la consommation devient un secret lourd à porter. Donc, vous avez pris des trucs qui touchent les jeunes, mais qui sont quand même plus difficiles à parler. Là. Comment vous avez choisi ces différents sujets-là? Bien, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le ROCAGE, c'est le regroupement des organismes jeunesse communautaires autonomes du Québec, et que ce qui regroupe tous les organismes qui sont dans notre organisation, c'est qu'ils soutiennent des jeunes au parcours de vie différencié qui rencontrent ces enjeux-là. Et nous, ce qu'on voulait, c'était un balado qui donne des informations, mais sur des enjeux qui touchent cette jeunesse-là, qui est peut-être un peu moins favorisée, qui rencontre des enjeux un peu moins courants, dont parfois on ne parle pas, ou on en parle en parlant des adultes comme si ça n'arrivait pas aux jeunes. Donc, c'est par cette porte-là qu'on est entré sur, ben oui, ces sujets-là, ça concerne des jeunesses du Québec. Il faut en parler. Ils peuvent aussi, eux, partager leur expertise. Et de façon pratique, on n'a pas trouvé les sujets dans notre poche. Là, on a fait en fait un sondage auprès des membres. On est allé vraiment creuser avec eux pour savoir exactement comment aborder toutes les histoires fictives, toutes les jeunes qui ont été invités aussi pour participer des tables rondes ont été consultés. Les organismes qui font partie du ROCAGE, ils ont été beaucoup consultés dans tous ces processus-là pour même bâtir les 3 personnages fictifs que j'ai dit. Ça ne sort pas de ma tête là, quand j'ai écrit les scénarios. C'était vraiment avec beaucoup de jasettes là, avec les organismes. Okay. Par exemple, on prend l'itinérance. Donc, ça, comme vous l'avez dit, avec des parcours de vie différents. Ça peut arriver aux gens. Comment on aborde ce genre de sujet-là? Avec quelle sensibilité on doit aborder ces sujets-là, mais sans verser dans la sympathie ou comment on fait ça? Ma question. C'est difficile comme question, mais nous, notre intention, quand on veut donner la voix aux jeunes, puis aux organismes qui soutiennent les jeunes, c'est vraiment de leur faire une place dans la société. Donc, avec cette intention-là, on s'adresse à eux comme à toi, comme à n'importe qui. Puis eux, c'est sûr qu'ils ont des histoires à raconter, des expériences que tout le monde, on ne traverse pas.
mais qui les ont fait grandir. Puis c'est sûr que les jeunes qui sont intervenus dans le balado, ben, ils ont quand même traversé cette période. Ça ne veut pas dire que tous leurs enjeux sont résolus, mais souvent ils sont arrivés à une certaine forme de stabilité qui fait qu'ils ont une forme de recul aussi sur ce qu'ils ont traversé, sur quels ont été les défis, qu'est-ce qui les a aidés, qu'est-ce qu'on pourrait changer au Québec pour éviter que les trajectoires soient si difficiles. Est-ce qu'il y a des... Allez-y. Non, j'allais dire que par rapport à la sensibilité, c'est quelque chose qu'on s'est beaucoup posé la question, principalement dans le développement de la partie fictionnelle, parce que c'est difficile. Là, tu parles d'exploitation sexuelle, comment tu fais pour aborder ça pour des jeunes de 16 ans? Alors, par exemple, tu as bien nommé l'épisode par rapport à l'itinérance. Je me rappelle super bien, en fait, j'ai fait une entrevue avec un jeune qui a vécu de l'itinérance à partir de 16 ans. Alors, il m'a dit, j'ai dit, est-ce qu'il y a des aspects qui peut-être on ne l'aperçoit pas quand on pense à l'itinérance? Parce qu'on s'entend là, l'audience qui va voir, peut-être tout le monde à sa maison, les personnes n'ont pas vraiment cet enjeu, l'itinérance, elle est un peu plus dans les coins de la rue, de cette façon-là. Et en fait, lui, il m'a dit, moi, j'ai perdu, je ne sais pas combien de paires de chaussures parce que je marchais tout le temps. Parce qu'une personne qui n'a pas de maison, elle n'a pas un endroit où rester là. Alors j'ai dit oui, c'est cet aspect-là qu'il faut peut-être mettre de l'avant. Alors par exemple, William, quand il est mis à la porte par son oncle, il va vivre 12-18 heures en fait d'itinérance tout de suite là. Et là, on va prendre avec lui, c'est quoi les défis? Alors c'est une nuit froide à Montréal, il n'a pas où se loger, il doit trouver un endroit où rester la nuit. Il essaye de rentrer dans un métro, le métro ferme vers minuit, alors il n'avait plus y aller. Maintenant, quand il retrouve un parc, son vélo est volé. Après, il se retrouve à l'intérieur d'une poubelle, parce que oui, il y a des gens qui vont finalement dormir dans des poubelles, mais il a marché toute la nuit. Et cette marche-là, elle est bien marquée quand on entend l'épisode. C'est comme une série, en fait, qu'on pourrait écouter. On va vraiment sentir qu'on marche tout le temps. Alors, juste pour te donner un exemple un peu long. Là. Il y a un travail artistique aussi là-dedans, d'imagination. Est-ce que vous pensiez que vous alliez faire ça? Vous? Là, j'imagine un parcours en intervenance. Est-ce que vous pensez que vous alliez être amené à faire ça? Moi, mon parcours, c'est en journalisme, en fait. Alors, j'avais toujours ça, mais Noémie, peut-être... Non, mais quand on s'est lancé dans le projet, on savait qu'on voulait avoir une partie fictive. On ne savait pas à quel point on allait la développer. Mais finalement, avec une personne aussi créative que Fernando, on a cette chance-là. Il a tiré plein de fils, puis on s'est rendu compte qu'on était capable de recruter des jeunes de l'École nationale de l'humour pour faire nos voix. Lui, il aime écrire, ça fait partie de sa formation académique, qui fait qu'il avait envie d'écrire. Je dis, pourquoi pas, allons-y, go. Donc, de fil en aiguille. Puis, on est allé chercher des soutiens quand on en avait besoin. Donc, notamment, on a un auteur québécois qui... Samuel Champagne, en fait, qui a écrit plein de livres pour la diversité. Et lui, il m'a accompagné, en fait, dans les parcours d'écriture. Là. Après ça, il y a eu le travail de chercher des intervenants. Je pense que vous avez eu des personnes, dont Barbada, je pense. Comment vous avez fait ensuite pour amener ces personnes-là qui ont une perspective intéressante pour discuter là, à la fin de l'épisode? C'est sûr que c'était le bout peut-être le plus complexe de réunir les gens à la même place, à la même date. Il y a une partie des personnes qui ont intervenu que c'est des contacts qu'on avait, notamment par exemple Barbada, elle anime notre gala annuel, donc on avait un contact privilégié, donc elle a gentiment accepté de participer à notre épisode. Et puis d'autres, après, c'est des invitations, des relances. Parfois, on a eu des annulations dernière minute, on a essayé de les remplacer. Il y a des personnes sur le balado, je ne vous dirai pas qui, mais qui, comme quelques heures avant, ils ne savaient pas qu'ils faisaient un balado. C'est arrivé. C'est arrivé. Il y a un sujet aussi qui touche beaucoup ici à Montérégie, on en parle souvent, c'est l'aide alimentaire. Donc, il y a des situations, il y a des familles, on n'a pas toujours la possibilité d'avoir toute l'aide alimentaire qu'on a besoin. À quel point là, il y a ce lien-là aussi avec la Montérégie dans votre balado? Bien, c'est ça. Pour l'épisode sur la réussite éducative et l'insécurité alimentaire, donc on a la directrice générale de Grands Frères, Grandes Sœurs de Montérégie qui a participé au balado. Donc là, cet épisode, on parle vraiment des liens entre réussite éducative et insécurité alimentaire. Comment le fait d'avoir faim à l'école, en fait, impacte énormément la disponibilité qu'on a pour apprendre et même juste pour être présent à l'école. Parce que quand on a la préoccupation de se chercher à manger, comme jeune, eh bien, on est vraiment moins disponible pour se dire « il faut que je sois en classe ». Et en même temps, c'est un devoir du jeune de se rendre en classe.
Donc ça, c'est un des enjeux qu'on explore. Il faut le dire aussi par rapport à les liens avec la Montérégie, qui les jeunes, l'histoire fictive, ça se passe à Montréal. On a tourné à Montréal, mais en fait, il y a des invités dans tout et partout au Québec. Et les jeunes au parcours de vie différenciés sont partout au Québec. Alors, je dirais qu'il y a un lien avec toute la Provence. Là. Je vous invite à aller visionner ça, c'est disponible. Vous avez sur le site du Rocage, rocajq.org. Vous avez aussi, si vous cherchez le Rocage sur YouTube, vous allez trouver les tables rondes, Spotify, Apple Music. Allez écouter l'épisode sur le masculinisme aussi, on ne l'a pas abordé, là, je voulais vous le garder comme surprise. Allez vérifier ça, c'est quelque chose qui touche notre société, là, qui est vraiment d'actualité. Donc, je vous invite à aller faire ça. Noémie Roche, je rappelle, vous êtes directrice générale et M. Rota, vous êtes responsable des communications au regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Nous nous trouvons présentement dans le hall d'exposition du Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valaine en compagnie d'Isabelle Vermette, directrice générale et artistique de Diffusion Pointe-Valaine, et de Pierre Richard, qui est photographe. Et c'est pour ça qu'on est ici, parce qu'on a une exposition magnifique de ces photos. Bonjour. Alors, Isabelle, tu es l'initiatrice du projet. Parle-nous de ça. Oui, écoutez, moi, il y a 2 ans et demi, j'ai demandé à Pierre Richard de collaborer pour nos photos de spectacle. Alors, Pierre, tout de suite, a été vivement ravi d'y participer. Et au fil du temps, moi, c'était pour diffusion rapidement sur les réseaux sociaux. L'entente qu'on avait développée au départ, qui est encore ça aujourd'hui, c'est qu'il livre la soirée même l'édition des photos pour que je puisse les mettre sur les réseaux. Alors, tout de suite, j'ai vu vraiment l'engouement du public qui était sur place, d'être capable d'avoir une deuxième vie, dans le fond, de l'émotion du spectacle qu'il venait de vivre grâce aux photos de Pierre. Alors, ça a commencé comme ça, l'initiative. Et moi, depuis 7 ans, je fais des vernissages, des expositions 4 fois par année dans le hall. Et j'ai demandé à Pierre d'y participer cette année parce qu'on a tellement de magnifiques photos. Et comme diffuseur de spectacles professionnels, je voulais vraiment mettre en avant nos réalisations à nous aussi. Alors, Pierre, dans le fond, tout ça, cette démarche artistique super humaine, super proche, ça fonctionne autant pour nous ici en salle qu'avec les artistes. Je vais laisser Pierre continuer là-dessus, oui. Oui, parce que comment on se sent, là? C'est ta première exposition ici à Pointe-Valaine. Non seulement ma première à Pointe-Valaine, mais ma première à vie. C'est quand même un événement pour moi. Je suis super content, écoute. Puis tout ça a débarré avec une bulle dans la tête à Isabelle. Puis c'est une belle bulle. Puis j'ai sauté à 2 pieds joints dedans. Vraiment, là, j'ai adoré mon expérience. Puis j'aime ça, le défi de faire des photos de spectacle. C'est toujours un défi parce que la lumière est changeante, les artistes bougent. Tu sais, c'est super agréable de ce côté-là. Et de pouvoir avoir autant de belles programmations, c'est ça qui m'a fait comme hey, « Écoute, Isabelle, j'embarque là, mais j'embarque à l'heure et le moment que tu as envie que je sois là, je suis là. » On voit là les artistes à l'œuvre. Oui. Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans les visages de ces artistes-là? Bien, moi, j'arrête pas. À chaque fois, je dis toujours à tout le monde, puis ceux qui me connaissent le savent, avant de cliquer, parce qu'une photo, tout le monde peut en prendre, mais avant de cliquer, je regarde les yeux des gens, tout le temps. Fait que mon gros challenge ici, c'est vu que c'est des spectacles de musique, c'est pas un portrait que je suis en train de faire, là. Fait que de regarder les yeux des gens et d'être dans une salle où on est proche de l'artiste. C'est ça qui est beau à Pointe-Valaine, tu sais. On a l'impression d'être collé avec l'artiste. C'est comme il nous faisait un show à nous-mêmes. Mais non, on est dans une salle, tu sais, c'est une belle salle. Oui, bien on va en parler un petit peu, Isabelle, parce que c'est ton bébé, c'est toi qui as mis ça au monde. Alors, parle-nous de cette belle salle-là, parce que pour avoir assisté, entre autres, avec Louis-Jean Cormier, Vincent Vallière, écoute, moi, je me suis sentie privilégiée. Alors, parle-nous de ta salle. L'idée de Pointe-Valaine, ce qui est bien important pour moi, c'est l'authenticité, d'être prêt autant pour le public que les artistes, c'est qu'on soit capable d'être dans de la chaleur humaine, dans de la vérité, de l'authenticité et de vraiment vivre une expérience d'art vivant. Pour moi, c'est vraiment ce qui compte. Puis avec les employés aussi, ça reste une équipe où c'est familial, dans le sens où
on s'approche un et l'autre, c'est un travail commun, tout se fait d'une manière organique et professionnelle. Fait que c'est ça, dans le fond, qui a été développé puis qui met de la lumière dans les yeux parce que ça répond. T'sais, les gens sont là, on développe, on poursuit, mais on a vraiment développé une belle assise dans tout ça avec l'équipe et la programmation. Je vais revenir à Pierre. Ce que j'aime dans tes photos, on voit les artistes, oui, qui sont souvent mis en valeur, mais on voit l'équipe de Pointe-Valène, on voit les artistes en coulisses. Alors ça, c'est précieux. Ben oui, mais c'est parce que c'est tellement une belle famille. Puis, tu sais, de rentrer dans cette famille-là, pour moi, parce que je suis un petit intrus, là, on se le cache pas, je suis le petit nouveau que j'appelle. Je m'amuse souvent à dire que je suis le petit nouveau de la gang quand j'apparais dans leur spectacle, parce que je suis pas toujours là, bien entendu, mais quand je suis là, j'ai l'impression d'être chez nous. Fait que c'est vraiment le fun, là. Tu sais, la gang se tient tellement que tu dis, bah, OK, mais je peux pas ne pas embarquer, là. C'est impossible. Oui, c'est un projet là, que vous nourrissez tous les deux. Oui. Tu amènes tes idées. Mais c'est sûr, moi, ma petite touche à moi, c'est toujours le côté humain. Oui. Moi, c'est l'humain, puis j'ai comme connecté beaucoup avec Isabelle parce que c'est l'humain avant tout. Fait que, tu sais, comme je vous dis, quand je clique les yeux, il faut que ça me parle, il faut que, tu sais, je veux sentir. Puis moi, tout le monde est beau. Fait que je veux juste les mettre en valeur. Oui. Et les gens en coulisses, c'est mon gros dada, beaucoup de noir et blanc. Mais c'est parce que je trouve que ça amène une dynamique, ça amène quelque chose de chaud, de chaleureux, de proche. C'est tout le temps le but de chercher à aller chercher. Et puis, Isabelle, tu parlais que tu diffusais les photos de Pierre tout de suite après le spectacle. Absolument. Nous, dans le fond, Pierre et moi, on a toujours un petit rituel. On quitte la salle en même temps, en général, à peu près en même temps. Puis aux alentours d'11h30, minuit, dans le fond, bien, Pierre m'envoie les photos et moi, je suis capable tout de suite de les mettre sur les réseaux. Mais la réponse, elle est immédiate parce que les gens reviennent de la salle, tout ça. Fait que l'engouement est déjà là ou très tôt le matin. Fait que ça, c'est vraiment chouette parce que le feu, l'énergie d'avoir vu ce spectacle-là, bien, on a déjà les magnifiques photos de Pierre qui sont déjà présentes. Fait que ça, c'est vraiment un super travail collaboratif, de quitter en même temps la salle en sachant très bien qu'on va poursuivre notre travail, mais chacun de notre côté pour la diffusion. On se fait un coucou à chaque soir. Oui. C'est comme « Allô, coucou, t'as reçu mes photos? Oui, parfait. Ben écoute, je te souhaite une bonne soirée, là, mais... » Puis on jase des fois, un petit peu tard. Oui. Et puis, Pierre, on peut voir aussi tes photos sur un site web. Oui, ben c'est simple, hein, c'est pierrerichardphotographe.com. Les gens peuvent le retenir assez rapidement. Tu sais. Faites attention, il y a un comédien français qui s'appelle Pierre Richard, mais c'est pas le même. Je suis pas le grand blond à chaud sur noir. Non. Je suis plutôt le petit gros et brun, mais c'est correct, tu sais. Mais non, sur mes photos, il n'y a pas juste des photos de spectacle, bien entendu, que je fais, mais c'est mon gros dada. Parce que tu es un passionné de musique aussi. Passionné, fini de musique. Et tous les artistes qui sont ici, je les aime. Alors, dis-moi, quels sont vos projets, là? Parce que là, c'est la première exposition. Avez-vous d'autres projets? Oui, absolument. Pierre, dans le fond, on poursuit notre travail commun à partir de septembre. Puis l'année prochaine, pour toute l'année 2027, mais toutes les expositions, ça va être 2 fois dans l'année. Ça va être les photos de Pierre sur les 2 saisons de la programmation, hiver, printemps, puis automne, qui vont être diffusées dans le hall. Fait qu'on poursuit ça parce que ce travail-là est vraiment inspirant. La réponse est là. Fait que je poursuis avec Pierre pour 2027. Puis évidemment, on va mentionner que l'exposition qui est en lieu présentement va se poursuivre jusqu'au 29 septembre. Absolument. Les heures d'ouverture pour pouvoir venir voir tout ce beau travail. C'est 2 jours, dans le fond, sur les heures de la billetterie, soit du mardi au vendredi de 13h à 16h et tous les soirs de spectacle. Oui, parce qu'on a aussi des spectacles qui se poursuivent, là. Comment fais-tu pour trouver l'énergie pour tout faire ça? Je le trouve. La passion, forcément. Ouais. La passion, oui, absolument. Et Pierre, en terminant, il y a eu un défi à faire, là. C'est quelques photos sur je sais pas combien. Ouais. Comment as-tu réussi à choisir tes photos? Hey, Il y a sûrement eu des choix déchirants, là. Il y en a plein qui sont pas affichés. Ouais. À un moment donné, il y a une limitation qu'il faut respecter, puis mais j'en aurais plein. Les murs seraient... Mais bon, le choix est difficile. C'est sûr que le choix est difficile. Mais je suis allé avec des coups de cœur. Je suis allé avec un petit verre de vin. Puis je me suis regardé, puis j'ai fait comme, OK, ben ça là, je l'aime, ça là, je l'aime. Je me suis dit, si elle me plaît,
Je me dis qu'elle va plaire aux autres. C'est peu comme ça que j'ai choisi. J'ai un petit dada, là. J'en ai une préférée, là, bien entendu. Mais c'est celle du drummer de Voivode que j'adore. Mais c'est des coups de chance, ça. Honnêtement, en photo, pour moi, cette photo-là est un coup de chance. Puis je suis content de l'avoir eue. Mais tu as ton regard critique que nous, on n'a pas nécessairement. Mais tu parles de Voivode. Aux diffusions Pointe-Valène, on fait place aussi aux artistes locaux. Oui, mais Voivode, on s'entend que c'est des artistes internationaux. Mais oui, absolument, je laisse une place quand même dans la programmation aux gens du coin, ça c'est sûr. J'ai 2-3 spectacles par année d'artistes de la MRC de la Vallée du Richelieu. Ça me fait toujours plaisir de les diffuser et de les produire. Oui, absolument. Alors, écoutez, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Je vous souhaite une excellente continuité. Félicitations. Pierre, tes photos sont magnifiques. Merci. Moi, j'invite tout le monde à venir voir les photos de Pierre Richard, photographe. Il y a un grand nombre. Merci. Alors, nous sommes au vernissage de M. Pierre Richard, photographe, et nous avons croisé Geneviève Letourneau du Musée des Beaux-Arts de Mont-Saint-Hilaire. Alors, elle va nous donner ses impressions. Allô, Marie-Ève, merci de me donner la parole. C'est une exposition formidable. Es-tu d'accord? En plein d'accord. Des photos magnifiques. Je peux pas en revenir de celle-là. Tout met en valeur, en fait, le professionnalisme de l'équipe, des musiciens qui passent ici, du photographe, évidemment. Mais on a d'autres points de vue intimes, un peu l'envers du décor avec l'équipe. On a l'impression d'être bombardé de moments de joie, de moments de complicité, de moments de plaisir entre le public et les musiciens. C'est formidable, il faut venir voir ça. En effet, il faut venir voir. C'est disponible jusqu'au 29 septembre à la Maison de la Culture. Bien, en fait, c'est au Centre culturel et communautaire de la Pointe-Valène. Ce sont les diffusions Pointe-Valène qui ont pensé à cette exposition. Voilà, c'est ce qui complète l'émission pour cette semaine. J'espère que nos sujets vous ont interpellé. Je vous rappelle que durant l'été, si vous avez des questions ou des faits de l'actualité que vous souhaitez discuter, faites-nous en part à l'adresse info@commercialtvr9.com. Sinon, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition du Régional. Bonne semaine! À chaque jour dans ma vallée, je fais des choix qui me ressemblent, qui nous rassemblent. À 2 pas de tout ce dont j'ai besoin, je vais à la rencontre de ceux qui prennent soin de moi. Je plonge au cœur de la culture locale, de ses saveurs et de ses couleurs qui me transportent. À chaque jour, j'investis dans la vallée du Richelieu parce que choisir local, c'est gagnant. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Bonjour, je suis Julie Larochelle, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie Vallée du Richelieu. À toutes les semaines, suivez-moi alors que je vais à la rencontre, dans le cadre de l'émission Fierté d'ici, de toutes les belles entreprises, les beaux commerces, les restaurants de la Vallée du Richelieu. Suivez-nous, c'est un rendez-vous Fierté d'ici sur les ondes de TVR9.